Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je voulais développer un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment, celui de la responsabilité. Parce que c'est un concept que j'ai pas mal rencontré dans un autre contexte, qui fera l'objet d'un épisode prochainement, nos imaginaires et comment penser un monde nouveau, différent. Et la responsabilité, je l'ai aussi pas mal croisée dans mon expérience personnelle. Je pense que finalement, tout le monde la croise sans forcément y réfléchir. Pour être clair, on part ici aujourd'hui plus sur une réflexion personnelle, je te donne mon avis et je te demande le tien si ça t'inspire quelque chose. La responsabilité, c'est quelque chose dont on doit s'emparer. Elle ne se fait pas toute seule. Et dans la société actuelle, elle ne va pas forcément de soi. Je vais le montrer avec un exemple concret, anecdotique, mais qui posera un premier cadre de là où je veux en venir. Au bout de chez moi, on a dû mettre un radar pour freiner la vitesse. Et ça a fait un foin pas possible. Et on dénonce le flicage permanent, la surveillance, où est la confiance dans tout ça, etc. Et en vrai, j'entends les arguments, vraiment. Mais, sans radar, énormément de gens, sans doute les mêmes qui râlent d'ailleurs, roulaient vite, très vite. Parfois à 140 sur une route limitée à 50 avec une pharmacie, un commerce, des piétons, des enfants, des personnes âgées, etc. Ça en devenait dangereux de rouler à la vitesse normale, presque impossible de sortir de chez soi tellement ça allait vite. Le radar pédagogique mis initialement n'a rien changé, il a juste permis de collecter des données sur l'ampleur des dégâts, des fois que, comme moi, tu te demandes à quoi ça sert les radars pédagogiques. Donc, il a fallu sévir parce que les choses ne pouvaient pas rester en l'état, c'était trop dangereux. Qu'est-ce que ça nous montre, cette histoire ? Qu'en l'état, pour que les choses marchent à un niveau global, on est plutôt comme des enfants récalcitrants qui ont besoin de punitions, de contraintes pour faire les choses. Qu'une poignée de gens responsables qui font attention, ça ne suffit pas. Il faut une majorité qui joue le jeu pour que ça marche. Que si on veut se passer de flicage, de contrôle, etc., et je pense que c'est indispensable, entendons-nous bien, on doit le remplacer par autre chose. On ne peut pas juste retirer la contrainte, et voilà. Et cette chose, c'est la responsabilité, individuelle et collective. Une responsabilité qui va faire qu'on va respecter le code de la route, non pas parce que c'est un mécanisme de coercition sociale avec des amendes et tout, mais parce qu'on le voit comme un cadre commun qui permet la sécurité et la liberté de circuler du plus grand nombre. Parce que pour vivre en groupe, faut bien des fois se mettre d'accord sur 2-3 trucs. Genre, ne pas conduire à 140 en plein centre-ville. Pour vivre en groupe, il faut des fois prendre sur soi et faire des concessions même si ça saoule. Genre, freiner de temps en temps pour éviter de tuer son prochain. Est-ce que je pense pour autant, comme certains cyniques, que l'irresponsabilité est une faille inhérente à la nature humaine et qu'il n'y a pas de solution autre que le flicage ? Pas du tout. C'est pour ça qu'on va en parler pendant l'épisode. Donc commençons par présenter un peu le problème. Pour la faire courte, je constate que la non-responsabilisation, c'est actuellement une des choses qui peut faire capoter la majorité des initiatives de groupe. Le code de la route, d'accord, mais en fait c'est pour tout. C'est encore et toujours mon histoire du TP d'allemand qui doit se faire à 3, mais tu te tapes tout le boulot toute seule et les autres récoltent ensuite les fruits. Parce qu'en dehors d'un quelconque engagement moral vis-à-vis de moi et complètement déresponsabilisé, les autres membres du groupe n'avaient aucune raison de se fatiguer. Et si je devais avancer une explication, je dirais que c'est parce qu'on baigne depuis le placenta dans des systèmes très hiérarchiques. Famille, école, boulot, etc. C'est le principe du patriarcat finalement. Du capitalisme aussi. On a des hiérarchies très rigides où t'as pas le choix, tu discutes pas, sinon tu te prends une tarte, une mauvaise note, tu perds ton boulot, tu prends une amende ou toute autre conséquence très néfaste. Oui, parce que sinon, sans menace de mauvaise note et des répercussions parentales de la dite mauvaise note, le TP d'allemand, moi non plus, je me serais pas emmerdée à le faire pour les autres glandeurs. Bref, quand on se retrouve face à autre chose, une autre organisation, plus horizontale, basée non pas sur la coercition, la hiérarchie et la pression, mais sur la responsabilité et la réciprocité,
Sans quelqu'un pour te donner des ordres, te foutre la pression, te coller des obligations ou des menaces, te dire quoi faire tout simplement, on est paumé, on ne sait pas faire. C'est normal, on n'a jamais appris, donc on continue sur ce qu'on connaît, le modèle actuel, qui est celui de « tant qu'il n'y a pas de sanction, c'est pas grave ». Et donc, on fait ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fatigue pas trop, ce qui nous arrange. On reparlera certainement plus tard dans un autre épisode de hiérarchie, car c'est tout un programme, tout un apprentissage à faire et à défaire, mais pour aujourd'hui, on va voir ce que ça donne sous l'angle de la responsabilité. Et c'est là qu'on retrouve, caché derrière son buisson, le développement personnel. C'est ce que j'avais commencé à évoquer dans ma discussion avec Mathilde dans l'épisode 46. Comment, sous des apparences de bonnes idées, le dev perso capitaliste continue d'éroder un composant essentiel, en tout cas à mon avis, d'une société plus saine et équilibrée. Et il le fait notamment avec des discours qui vont être essentiels pour certaines personnes, mais, la nuance est fondamentale, franchement destructeurs quand on les généralise à l'ensemble de la population et à l'ensemble des situations sans discernement. Je parle ici des conseils à destination des people pleasers, alors c'est-à-dire les gens qui sont incapables de dire non à une demande, qui vont tout accepter au détriment de leur santé ou de leur projet de vie personnel. C'est devenu, j'ai l'impression, un classique des contenus qui parlent de fixer ses limites. On nous explique que tu peux juste dire non et tu dois aucune explication à personne. Fixe tes limites, pense à toi, protège ta paix. Et je suis pas d'accord avec ça. Ou plutôt, il faudrait carrément nuancer. Il y a un juste milieu entre people pleaser en permanence et de l'autre, ne penser qu'à sa gueule en permanence. Non, en effet, tu ne dois pas des explications à tout le monde. Mais à certaines personnes, si. Les gens qui sont là pour toi au quotidien, par exemple. Tes amis, tes proches, les gens qui te soutiennent, qui ont fait des choses pour toi, qui ont répondu à tes demandes d'aide, qui t'ont tendu la main par le passé. Tu dois un minimum de réciprocité aux gens de ton cercle. Tu ne peux pas traiter ton cercle comme tu traiterais des étrangers. Je parle bien ici d'étrangers au cercle de relations, on est bien d'accord. Là, dans ce contexte, quand on te demande de l'aide, sauf urgence réelle, tu te dois de répondre un minimum. Je suis désolée, peut-être pas 100% du temps, d'accord, mais quand même dans une mesure certaine. Qu'on soit bien clair, c'est vrai que t'es pas obligé de toujours dire oui quand on demande service, mais il faut dire oui de temps en temps, faut pas déconner. Poser ses limites, c'est un bon conseil à donner aux people pleasers, c'est vrai. Je suis moi-même une people pleaser en rémission, c'est compliqué, mais c'est nécessaire, comme le fait d'apprendre à être ferme de temps en temps. Mais, et c'est là que la nuance est importante, ce n'est pas un conseil applicable à tout le monde, ni à tout le monde dans la même mesure. Parce qu'à l'opposé des people pleasers, il y a des personnalités plus antagonistes, qui ont tendance à se servir des autres, et qui mériteraient de dire un peu plus oui, mais qui vont utiliser la rhétorique des limites pour légitimer de profiter des autres sans rien faire. Si tu dis toujours non, c'est pas mieux que si tu dis toujours oui. Surtout, si t'as aucune gêne à accepter l'aide des autres dès qu'elle se présente. Faut pas déconner. Le problème, qui dépasse le simple cadre de la discussion d'aujourd'hui, mais le problème des termes psy comme ça, balancés un peu de manière dépersonnalisée, c'est que s'ils sont utiles pour la première catégorie, ils servent d'autorisation à la deuxième pour continuer dans leur façon de faire sans se remettre en question. Tous les conseils ne sont pas applicables à tout le monde. De la même manière que tout le monde n'est pas affecté, fatigué, stimulé, dérangé, intéressé par les mêmes choses et n'a pas les mêmes besoins, donc il faut aussi arrêter de plaquer son modèle sur les autres, mais je m'égare. Parce que la conséquence de cet état d'esprit de « je protège mes limites en permanence », au bout de la chaîne, c'est encore et toujours cet individualisme. Parce qu'il n'y a qu'un pas de « je protège mes limites et je n'ai pas d'explication à donner » à « je ne dois rien à personne et je me suis fait tout seul ensuite ». Et c'est de la merde d'oublier ce qu'on doit aux autres. C'est individualiste, ça nous isole, et soit ça nous empêche ensuite de demander de l'aide, soit, si au bout d'un moment on finit par demander quand même de l'aide, on risque de se rendre compte que tous les gens autour de soi sont partis voir ailleurs si j'y suis, parce que ras-le-bol d'être pris pour une bonne poire. Cette histoire de protéger ses limites sans avoir de raison à donner, ça incite aussi à voir le soin de soi et la guérison comme un truc à faire dans son coin. C'est ce qu'on disait aussi dans l'épisode 46. C'est une notion qu'il faut opposer aux soins communautaires. On parle aussi de community care, qui est vachement bon pour la santé.
Être avec d'autres gens, les interactions positives, je veux dire, ça génère notamment de l'oxytocine, c'est bon contre le stress. Non, s'isoler complètement n'est pas la seule recette au stress. S'isoler des cons, oui, à la rigueur, mais si on s'isole de tout le monde, il y a peut-être un autre problème. Oui, il y a un sain niveau d'égoïsme, mais c'est pas un mode de vie communautaire, l'égoïsme. Entretenir des relations, ça nécessite, entre autres, de la responsabilité. Et puis c'est devenu la réponse facile. On a tellement moralisé que c'est bien de prendre soin de soi et protéger ses limites et tout, que du coup c'est imparable. C'est le coup fourré du mille bornes. Quand quelqu'un pose la carte, tu peux plus rien dire, sinon t'es cruelle, méchante ou je sais pas quoi. Et c'est pas propice à une discussion saine. Je vais volontairement caricaturer pour être clair sur cette histoire d'importance de la communauté et du problème de l'individualisme. Pour y aller dans le cliché, ça sert à quoi de prendre extrêmement soin de soi et d'être super musclé si on peut jamais compter sur toi pour porter les meubles et les cartons? Ou pire, si t'as pas d'amis à aider à déménager, si tu jartes les gens au premier inconfort, tu vas finir comment avec ChatGPT comme ami parce qu'au moins lui, il te contredit jamais? L'autre conséquence de tout ça, c'est la question de la dilution de la responsabilité. Chacun pense que son non-soutien ou sa passivité ne changera rien, parce que d'autres feront. On attend que l'autre bouge sans même s'assurer que c'est vraiment le cas. Mais si tout le monde fait ça, finalement, à la fin, personne ne bouge. En psychologie sociale, on parle d'effet du témoin ou d'effet du spectateur. C'est-à-dire que les individus sont moins susceptibles d'offrir de l'aide à une victime lorsque d'autres personnes sont présentes. Donc plus il y a de gens autour, moins on risque de bouger. Pour se responsabiliser, il faut donc s'entraîner à voir plutôt que chaque absence compte, et ne pas toujours attendre que les autres fassent sans rien dire. Et se dire que même si quelqu'un y est déjà allé, c'est pas grave, des fois 2 coups de main valent mieux qu'un. Et une dernière idée que j'avais déjà évoquée dans l'épisode 43, c'est que l'autre prix à payer de la déresponsabilisation, c'est qu'on paye au lieu de faire, que ce soit gérer les déchets, entretenir les espaces communs ou même faire la police, ce qui est à première vue confortable, c'est vrai, il y a des avantages. Mais il y a aussi des inconvénients. La conséquence, c'est aussi une perte de communauté et de sens civique, et de contrôle sur comment les choses sont faites. Reprenons l'exemple de la police. On a aussi une plus grande déresponsabilisation. Si c'est jamais toi qui nettoie, tu auras tendance à moins prendre soin des choses. Moi, je m'en lave les mains, c'est pas mon problème, et ainsi de suite. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir des solutions. À commencer par la responsabilité vis-à-vis des autres. Alors, c'est pas très glamour dans notre système. Enfin, pour ceux qui veulent réussir, performer, s'élever dans la hiérarchie sociale, tout ça. Parce que le soin des enfants, des personnes âgées, des malades, etc., c'est une responsabilité, dévolue par défaut aux femmes dans la majorité des cas, mais comme ça casse l'histoire que raconte le système sur la supériorité de l'individualisme, de l'égoïsme, du cynisme, les grands hommes qui se font tout seuls et tout ça, cette responsabilisation, elle est cachée, invisibilisée, dévalorisée. On essaye de faire comme si ça comptait pour du beurre. Tout ça pour dire qu'il y a déjà plein de gens capables de responsabilité, un déjà là responsable, on ne part pas de rien. Mais voyons au-delà de ce noyau de responsabilité. Quelques caractéristiques d'une société qui se baserait sur la responsabilité vis-à-vis des autres. Pour ça, je me suis appuyée sur 2 lectures qui en parlent. Au commencement était le sexe de Calcida Geta et Christopher Ryan, et L'entraide, un facteur de l'évolution de Pierre Kropotkin. Donc l'intérêt de la responsabilité vis-à-vis des autres, c'est qu'on n'a pas besoin d'un pouvoir central fort, et donc de hiérarchie forte, si on se sent responsable vis-à-vis de sa communauté. Et c'est un cercle vertueux. Dans le cerveau, la coopération active les circuits de contrôle des impulsions et de traitement des récompenses. Donc, ça incite à le faire de plus en plus. Rappelons au passage, on ne le dira jamais assez, que l'entraide et la responsabilité, c'est pas bisounours. C'est aussi une question de maintien dans le groupe, quand le groupe fonctionne sur une responsabilité partagée. Si tu viens dans un groupe comme ça pour prendre sans donner, et parfois même en prétendant le contraire, tu vas finir soit par jarter du groupe, soit par faire fuir les gens dont tu profites. Dans un système qui fonctionne sur la responsabilité, l'altruisme, c'est pas naïf, c'est pragmatique. On voit aussi intervenir une émotion qui est estampillée négative, mais
mais il n'y a pas d'émotions négatives, seulement des émotions désagréables. Et chaque émotion a une fonction. Je parle ici de la honte. Alors, la honte normale, je parle pas de la honte toxique traumatique qui est une toute autre tisane. Le problème de la perte de responsabilité, c'est aussi la perte de la honte locale, la dilution des relations. Dans cette lecture, on va voir la honte comme un mécanisme de contrôle social et d'intégration. La honte, c'est désagréable, donc tu vas essayer de l'éviter. Et si on te fiche la honte quand tu n'es pas en responsabilité, tu vas essayer d'éviter en faisant ta part. Donc, ce qui nous déresponsabilise, c'est entre autres l'absence de honte. Et là, on parle d'une honte qui a 2 caractéristiques. Une honte locale, parce que c'est plus efficace en petits groupes. Les grosses structures, les audiences à plusieurs milliers ou millions sur Internet, et même les très très grandes villes, ça dilue cette honte. Dans les gros groupes diffus, si tu te tapes la honte parce que t'as merdé, tu peux changer de trottoir réel ou numérique et ne jamais recroiser la personne. C'est une honte qui va se diluer toute seule et on passe à autre chose. C'est beaucoup moins facile quand t'habites dans un petit village. Et cette honte, elle doit être aussi personnelle, c'est-à-dire quand tu ne peux pas rejeter la faute sur quelqu'un. On l'a vu avec l'effet témoin, si on peut accuser quelqu'un d'autre de n'avoir rien fait, on se sent moins responsable soi-même, même si on n'a rien fait non plus. Si tu peux pas rejeter la faute et que tu dois assumer, tu auras tendance à faire plus attention. Et cette honte locale et personnelle amène de l'autorégulation. Dans les groupes où tout le monde se connaît, l'égoïsme n'est pas dans notre intérêt, parce que tout se sait. Le souci, la source de la non-responsabilisation, c'est donc l'anonymat, l'individualisme, l'absence de honte locale et personnelle. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans l'expression « né avant la honte ». Par exemple, tu ne vas pas produire pareil si tu connais tes clients et que tu dois leur rendre des comptes qu'ils viennent te voir tous les jours ou toutes les semaines, ou alors si tu fabriques des trucs à la chaîne à l'autre bout du monde, que tu ne connais pas tes clients, que tu peux rejeter la faute sur plein de gens. C'est un des facteurs qui explique la baisse de qualité généralisée qu'on croise au quotidien. Et tout ce qu'on dit, ça passe aussi par l'école, parce qu'un autre système de responsabilité nécessitera une autre école, un autre apprentissage. Parce que c'est pas très intéressant de blâmer les irresponsables à un instant T sans regarder le contexte autour. Cette déresponsabilisation, elle est sociale et apprise. Elle n'est pas individuelle. Et ça se fait dès le plus jeune âge. C'est quelque chose qu'on voit dans le livre Utopia, dont on va reparler tout à l'heure. Les enfants sont responsabilisés très tôt, progressivement, en fonction de leurs capacités physiques et cognitives toujours. Par exemple, en apprenant à soigner leur environnement. Parce que, on l'a déjà dit, tu salis avec moins de désinvolture si c'est toi qui laves derrière. L'autre solution, ce sont les décisions. Tu crois que parce qu'on parle moins de travail cette année, on arrête de parler de Bernard Friot ? Eh ben non, parce que les décisions, il en parle dans un entretien que je te mets en description. Parce que forcément, pour qu'un projet comme le salaire à vie, le projet de Bernard Friot, fonctionne, voir l'épisode 12 si tu ne sais pas de quoi je parle, il faut un minimum de responsabilité collective. Et il nous explique que réapprendre la responsabilité, c'est aussi apprendre à prendre des décisions. Il faut toujours rappeler que la classe dominante, la bourgeoisie, ne tire pas son pouvoir de l'argent, mais du pouvoir de décision sur le travail. Ah bah oui, merde, on revient toujours au travail en fait. C'est elle, la bourgeoisie, qui décide qui produit quoi, dans quelles conditions, et elle le fait pour valoriser les profits sans tenir compte de l'utilité sociale. Pour savoir qui possède le pouvoir, il faut regarder qui décide. Et la personne qui décide ensuite détient l'autorité, ça peut être 2 personnes différentes, encore une dilution. Ça explique donc pourquoi on ne nous apprend jamais vraiment à prendre des vraies décisions, au-delà à la rigueur de la peinture des murs. Parce que les vraies décisions, ça implique des vraies responsabilités. L'enjeu, toujours pour Bernard Friot, c'est de pouvoir prendre des vraies décisions au boulot, sur comment le boulot est fait et quel que soit le type de boulot qu'on fait. La prise de décision, notamment sur le travail, mais pas que, c'est au cœur de la démocratie. Ça tombe bien, on entre dans une période électorale. Et c'est encore un filament qu'on devra reprendre plus tard, la démocratie. Mais donc l'enjeu, c'est aussi de prendre des décisions politiques, des vraies. Non parce qu'on nous bassine avec nos formidables démocraties, mais on n'a quand même pas souvent l'occasion de prendre des vraies décisions politiques. Et non, choisir entre Glucksmann et Macron n'est pas une vraie décision politique.
Pour en revenir au travail, comme dit Bernard Friot, la politique s'arrête à la porte des entreprises. Tant que c'est l'entreprise qui a ton salaire entre tes mains, tu as surtout le droit de la fermer, ce qui n'est pas très démocratique, vous en conviendrez. Ça fait donc un pan énorme de nos vies qui n'est pas démocratique, et c'est pas le seul. Cet enjeu des décisions, on le retrouve aussi sur les questions bancaires, qui ne sont absolument pas démocratiques non plus, et si on s'emparait de ces décisions, on verrait bien quel secteur, quel projet on continuerait de financer ou pas, ça changerait beaucoup de choses aussi. Et ça aussi, ça se joue dès l'école. Si je reprends l'histoire de mon TP d'allemand, l'école ne nous apprend pas la responsabilité mutuelle, l'entraide, la codécision, etc. Elle nous apprend la compétition, la conformité, la soumission au système. C'est pour ça que le TP d'allemand, qui se veut un travail collaboratif, ne peut que capoter. Parce qu'on n'a pas appris les compétences et que c'est pas juste une histoire de déclinaison ou de vocabulaire. On doit donc aussi apprendre la codécision, et non pas juste la décision tout seul dans son coin pour soi. Et pour ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques avantages à ne pas prendre de décision et que ça en arrange aussi bien certains. Parce que justement après, on peut se déresponsabiliser et dire « Oh, mais c'est pas moi, j'y suis pour rien, j'ai fait ce qu'on m'a dit, je fais que mon boulot, nanana. » Oui, il faut être honnête jusqu'au bout, sinon ça marche pas. Ce qui m'amène au point suivant, la minute tough love, mais je crois qu'on n'y coupera pas. C'est l'enjeu de la responsabilité radicale, on parle aussi de responsabilité totale. Et là j'avance à pas de velours, parce que j'ai bien conscience que c'est un peu délicat. Là encore, il va falloir de la nuance, sinon ça peut être un discours utilisé pour faire du mal. Et ça risque de piquer un peu, mais on y va. Au-delà d'être responsable vis-à-vis des autres, il faut l'être vis-à-vis de soi-même, et se regarder en face, au travers des histoires qu'on se raconte. Alors oui, c'est plus ou moins facile selon ce qu'on a vécu, c'est clair. Tout le monde n'y est pas sur un pied d'égalité. Ça peut paraître violent comme ça, mais en fait, ça peut être progressif. L'apprentissage de la responsabilité radicale, on n'est pas obligé de passer de 0 à 100 en une journée. Moi, la première, quand j'ai entendu parler de ce concept la première fois, j'ai tiqué. Mais je pense que c'est parce qu'on traite comme synonyme responsabilité et culpabilité. On n'est jamais coupable de ce qui nous arrive, de ce qui nous est arrivé. Mais on est responsable de ce qu'on fait de sa vie, au moins dans les domaines où on est en capacité de prendre des décisions. C'est pour ça que c'est important de pouvoir en prendre plus souvent. Ça veut dire qu'avoir souffert n'autorise pas à faire souffrir. Et pas non plus à se justifier à soi-même de faire souffrir les autres, parce qu'on souffre soi-même, donc c'est pas grave. Et à l'inverse, de l'autre côté du spectre, on peut pouvoir avoir de l'empathie pour ce qu'une personne traverse sans forcément l'autoriser à nous marcher sur les pieds. Tout n'est pas noir ou blanc, ça serait beaucoup trop simple. Il y a aussi des secouages de puces, francs et pleins d'amour, alors qu'il y a des tapotages d'apparence compatissant sur l'épaule qui sont en fait un moyen un peu hypocrite de pouvoir passer au sujet suivant. Et aussi, ce que je vais dire ne va pas s'appliquer pareil à tout le monde. Donc, la responsabilité totale, c'est le contraire du « oui mais » et de se chercher des excuses pour ne pas agir, ne pas décider. Et on retrouve ce que je disais juste avant, il y a certaines personnes que ça arrange de ne pas décider, et il faut être honnête là-dessus. Et attention, j'explique, je juge pas, j'ai été championne olympique de la discipline à une époque. Mais donc la responsabilité totale, c'est quand on veut quelque chose, se bouger pour y aller, dans les limites où on peut, comme toujours, au lieu de chercher des bonnes raisons de ne pas le faire ou d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour soi. Ça suppose de l'honnêteté radicale sur son point de départ et ses ressources pour voir ensuite ce qu'on peut faire. On pourrait aussi rappeler ce que je disais dans l'épisode sur le confort, dans la partie où j'avance que certaines choses valent la peine de galérer un peu, mais que dans le confort dans lequel on nous baigne n'est pas forcément là pour nous rendre service. Je disais que pour les choses qui valent la peine, il y a toujours un moment où il faut galérer un peu. La vie, c'est aussi des émotions, des passages désagréables. Dans l'épisode 46, on voyait aussi comment les discours de dev perso individualistes peuvent nous anesthésier et, en nous poussant à éviter les émotions désagréables, nous faire passer aussi à côté des émotions qui peuvent faire bouger les choses. On parlait par exemple de la colère. Et donc, pour en revenir à notre histoire de responsabilité, la communauté aussi, c'est pas toujours rose et confortable. Et c'est pas grave.
C'est grave quand c'est la majeure partie du temps inconfortable ou même brutal, la nuance est là. Il y a des moments où tu donnes et des moments où tu reçois, ça se cultive. De la même manière que t'auras pas un potager en regardant le chien d'Inde pousser sans rien faire. Faut commencer par donner de la terre, des graines, de l'eau, etc. Pour être radicalement responsable, il faut être radicalement honnête avec soi-même. Ouais, j'ai la flemme de faire son truc, j'ai envie de faire la grasse mat. Oui, mais si je suis honnête jusqu'au bout, en même temps la semaine dernière, elle m'a aidé pour un autre truc, donc bon, je vais y aller quand même. C'est encore un piège du développement personnel et des phrases faciles de type « Ne dis pas je dois, mais je voudrais ». Bah si, des fois tu dois, même si ça fait un peu chier. Tu t'en remettras. Ou alors le mensonge de Confucius « Fais un truc que t'aimes et tu bosseras pas un jour de ta vie ». Un bien bel exemple de bon sens qu'on répète sans réfléchir à longueur de post Insta inspirant, mais c'est une grosse connerie. Même si t'aimes ton job, bah des fois t'auras pas envie, et bah tant pis. Si tu vois pas ce que je veux dire pour le bon sens, et c'est dans l'épisode 33. Une vie réussie, et quoi qu'on mette derrière ce terme, c'est aussi, des fois, faire des choses qu'on n'aime pas pour de bonnes raisons. Et il faut être radicalement honnête là-dessus pour pouvoir le faire. C'est le moment où je chouine pour l'exemple en racontant une histoire, là encore volontairement anecdotique, pour montrer que ça n'a pas besoin d'être colossal tout de suite. Parce qu'en ce moment, je fais de la rééducation du genou. Et c'est dur, c'est long, ça prend du temps, ça colle des courbatures, j'ai la flemme, des fois j'ai pas envie de sortir de chez moi. Mais c'est un inconfort nécessaire si je veux pouvoir toujours tenir sur mes deux jambes quand j'aurai 70 ans. Alors je me fous un coup de pied au cul quand j'ai pas envie et je mets un point d'honneur à y aller avec le sourire, tant qu'à faire, par respect pour les autres. Et c'est pas grave, tant pis si c'est inconfortable. Mais, et si je compare avec des mécanismes et des mentalités que j'avais il y a 10 ans par exemple, j'ai d'abord dû être radicalement honnête avec moi-même sur ma forme physique actuelle et mes problèmes de santé avant de pouvoir faire autre chose. Si je m'étais dit, comme avant, non mais en fait ça va, j'ai presque plus mal, j'arrive à monter l'escalier, puis de toute façon j'ai pas le temps, je suis fatiguée, ce qui factuellement est vrai aussi, j'irai pas. Et peut-être bien qu'à 70 ans je pourrais plus marcher et je passerais mon temps à blâmer ma génétique. C'est pareil pour tout. Et là, pour l'instant dans cet épisode, j'ai parlé surtout de responsabilité radicale individuelle, mais elle est aussi, et peut-être même surtout, collective. Quand on veut changer une problématique sociale, il faut regarder les choses en face. C'est encore là qu'on retrouve l'idée que ça s'applique pas pareil à tout le monde. Par exemple, on ne résoudra pas le racisme sans parler du racisme des blancs et blanches, on ne résoudra pas le sexisme sans parler du sexisme des hommes, les violences et inégalités ne se commettent pas toutes seules avec leurs petits bras. C'est pas drôle, mais comme disait Jung dans une phrase que j'aime beaucoup, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Il disait aussi, mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Dans la troisième partie, je vais parler de liberté, de travail et d'argent. Parce qu'à l'origine, cette réflexion sur la responsabilité, je l'ai eue en m'intéressant à l'argent dans 2 romans. Utopia de Camille Le Boulanger et Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. 2 maxi-pépites que je te recommande chaudement. Donc en commençant par la liberté. Il n'y a pas de responsabilité sans liberté. Mais pas l'inverse non plus. J'avoue que pendant longtemps, je considérais que la valeur liberté, c'était surfait. Que ça posait plus de problèmes qu'autre chose. À quoi bon la liberté si ça nous coupe des autres, par exemple Robinson Crusoe, et qu'il valait mieux chercher l'équité ou la justice. Mais au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais une vision très individualiste, capitaliste et sans doute même viriliste de la liberté, comme dans notre slogan liberté, égalité, fraternité. Je voyais la liberté comme cet Eldorado macho où tu ne dois rien à personne. Mais je me suis rendu compte que c'est pas la seule façon de penser la liberté, qui devient d'un coup beaucoup plus sexy. Par exemple, j'aime bien la vision de la liberté dans Utopia. Je fais une citation. « J'étais libre, oui, mais la cause et la conséquence de cette liberté était la responsabilité. Voilà ce qui signifiait réellement être libre et responsable. Connaître les conséquences de ses actes et ne s'y livrer qu'à la condition de ne faire aucun mal. » J'ai beaucoup aimé cette vision de la liberté, donc indissociable de la responsabilité. La liberté, oui, mais pas la liberté de faire n'importe quoi. Une liberté collective et soucieuse des autres. Une liberté fondée dans la responsabilité, mais aussi la codécision, le livre le développe beaucoup.
Parce que dès qu'on renonce à ses responsabilités, on renonce à sa liberté. Responsabilité vis-à-vis des autres. Je suis libre, mais en protégeant les autres, de la même façon que les autres doivent me protéger dans l'exercice de leur liberté. Mais aussi responsabilité vis-à-vis de soi-même. Je sais que ça pique, la responsabilité radicale, je m'en rends compte. Mais quand on se ment à soi-même, qu'on se voile la face, alors on n'est plus vraiment libre non plus. Dans Dette, 5000 ans d'histoire, David Graeber nous parle de liberté dans le contexte de l'esclavage. Et cette liberté se caractérise par des relations morales, la capacité de nouer des relations. Par définition, un esclave ne peut pas avoir de relations puisqu'il n'est pas considéré comme une personne vivante. Il nous explique aussi que, par exemple, en anglais, free, qui veut dire libre, a la même racine que le mot friend, qui veut dire ami. Parce qu'être libre, c'est pouvoir se faire des amis. Il n'y a pas de relation morale pour l'esclave, juste des obligations. Et donc on retrouve bien cette question de la responsabilité dans ces relations morales. T'es libre de quoi exactement si tu ne te sens moralement lié à personne ? On retrouve encore cet enjeu de se méfier de ce qui nous anesthésie, l'épisode 43 toujours, à force de n'avoir de liberté que celle de consommer et la quête de la distraction permanente, on ne sait plus très bien à quoi ça ressemble la liberté. C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier de ce qui nous isole des autres, je veux dire moralement, parce qu'on peut côtoyer plein de gens sans être moralement lié à personne, le cliché des 500 amis sur Facebook. On retrouve cette idée de honte personnelle qui a de la valeur en tant que ciment social. Ensuite, on va parler travail et responsabilité. Non mais si, 2 secondes sur le travail, parce que mine de rien, c'est aussi au cœur de nos relations sociales. À quoi ça pourrait ressembler, cette responsabilité collective au travail ? Alors, pas dans la pratique, il faudrait des heures pour en parler, mais dans nos attitudes et nos mentalités. Je veux ressortir une idée que j'ai déjà évoquée dans un précédent épisode, le 41, et que j'aime beaucoup, qui est développée par David Graeber encore. Voir le travail plutôt comme une question de service, de soins et d'entretien qu'une production d'objets. Et il disait que même un pont, on ne le produit pas pour le plaisir de construire un pont, mais pour rendre aux autres le service de traverser les pieds au sec. Cette façon de voir les choses remet la responsabilité et le soin des autres au centre, et ça casse aussi complètement le patriarcat, parce que c'est l'opposé de la vision qu'on a actuellement, viriliste, de ce qu'est un vrai travail. Je mets vrai entre guillemets. Parce que cette vision viriliste du travail, ça donne ensuite, continuons dans les clichés, le mari qui veut un cookie dès qu'il fait la vaisselle. On n'apprend pas aux garçons à trouver de la joie dans le service des autres. C'est plutôt de la corvée, punition. Ils vont considérer que ces corvées ne sont pas du travail, donc on ne leur donne pas de valeur. On va essayer de s'en décharger sur d'autres femmes à la première occasion. Les garçons toujours vont penser qu'il suffit de payer les factures et que c'est équivalent à faire le travail dit domestique de soins et d'entretien. Les hommes vont apprendre à se voir comme des super-héros, des mâles alpha. Une vaste blague, mais ne nous égarons pas encore plus que ce qu'on a déjà fait. Et ils n'apprennent pas à être présents au quotidien pour ce care, ce service quotidien qui n'a aucune valeur à leurs yeux. L'autre corollaire de cette vision viriliste du travail, c'est qu'actuellement les hommes accumulent les richesses dont les femmes ont besoin pour survivre. Toujours cette différence de rémunération, de patrimoine cumulé. Ils font tout pour ne pas le partager, par exemple le non-paiement des pensions alimentaires. Ils attendent des femmes qu'elles fournissent le care, le travail émotionnel, etc. pour, entre guillemets, mériter l'accès aux ressources et aux richesses. Et après, ils vont penser être volés par leurs femmes au moment du divorce, en oubliant totalement ce travail accompli censément gratuitement. Et c'est là qu'on voit bien l'enjeu d'apprendre la responsabilité pour qu'une société plus équitable marche. Par exemple, si on reprend l'idée de salaire à vie, donc un même salaire pour tout le monde, peu importe ce qu'on fait. La conséquence aussi sera que les femmes dépendront moins des hommes pour survivre, donc elles ne seront plus contraintes dans ces tâches de service domestique, sauf dans la mesure où soit elles en auront envie, soit se sentiront en responsabilité. Mais si elles doivent se sentir en responsabilité, ce sera plutôt vis-à-vis d'enfants, de malades, de personnes âgées, pas d'adultes en pleine capacité et dans la force de l'âge qui sont capables de se faire cuire un œuf. Donc ça donnera que les hommes ne pourront plus faire pression financièrement, ils devront faire leur part de care. Et donc aussi renégocier toute cette dimension d'ego. Le care, que ce soit le ménage, la cuisine, le soin des enfants, peu importe,
devra perdre sa dimension d'humiliation, de subordination, on retrouve une idée de hiérarchie, et il devra être dûment valorisé. On ne parle pas ici vraiment d'argent, l'argent ne ferait que suivre la valeur sociale. Ce serait aussi la fin des relations transactionnelles dans les couples. Les discours du type « je lui ai payé le resto, donc j'attends un acte sexuel ». Ça demanderait donc une renégociation totale de ces relations, avec une plus grande responsabilité chez les personnes qui actuellement n'en ont peu. Et on en arrive à l'argent, qui est en fait le vrai truc dont je voulais parler au début, avant de partir dans une tangente, comme d'habitude j'ai envie de dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te renvoie à l'épisode 34, entièrement consacré à l'argent. Tout était parti de la vision de l'argent que Becky Chambers esquisse dans Prière pour les cimes timides. Elle nous propose un système d'échange qui se substitue à l'argent qu'on connaît, mais sans sa dimension coercitive. Dans le roman, ça s'appelle des galets, qui servent à fluidifier les échanges, mais dans tous les cas, on ne prive pas les gens du nécessaire. Les galets ne servent pas à acheter sa survie, mais plutôt le superflu. On va donner un galet pour remercier d'un service rendu, et tous les échanges profitent d'une manière ou d'une autre à la communauté. Par exemple, on donne 2 galets à Omphale, un des personnages, pour avoir brossé le chien. Ces galets ne sont pas vus comme un capital, il n'y a pas de vocation d'enrichissement. Ce qu'on valide, c'est les échanges, la réciprocité différée et pas l'accumulation. On peut techniquement prendre sans donner, mais c'est inconfortable de profiter comme ça des autres. On retrouve cette idée de honte locale qui pousse à la responsabilité et à une recherche d'équilibre. Et ça m'a inspiré plusieurs choses. Déjà, à court terme, je me disais que ça pourrait être un système intéressant pour comptabiliser par exemple les tâches domestiques. Le but n'étant pas d'avoir plein de galets à la fin, mais de se rendre compte quand les échanges sont déséquilibrés. Mettons que dès que tu fais un truc pour moi, je te donne un galet et vice-versa. Si j'ai trop de galets à la fin, c'est peut-être que j'ai fait trop de trucs pour toi et toi pas assez pour moi. On voit bien que c'est des choses qui marchent quand la majorité joue le jeu. On retrouve toujours la responsabilité à la fin. Si la majorité est d'accord pour ces règles, un individu tout seul ne peut pas profiter du système, car il suffirait de ne pas lui donner de galets, ce qui de facto, dans le système du roman, le met hors de la société. D'ailleurs, quand Omphale, un robot, découvre le système, c'est parce qu'il a aidé des humains qui lui ont donné des galets, et Dex lui explique que c'est parce qu'il est accepté dans le groupe qu'il reçoit des galets. Donc au-delà de l'aspect monétaire, c'est un signe d'appartenance, la circulation de ces galets. A l'inverse, ce qui ne contribue pas à la société n'a plus aucune valeur et donc ne donne pas lieu à des galets. Dans un autre roman, Utopia de Camille Le Boulanger, on brosse un monde ayant appliqué les principes du salaire à vie. Et donc, le roman nous dépeint la sérénité que procure une vie décorrélée de ta performance au boulot. Ici, l'argent permet effectivement de faire circuler les marchandises, mais comme tout le monde gagne à peu près la même chose, on n'est pas sur de l'enrichissement, de l'investissement, du profit, etc. Et l'autre corollaire, c'est qu'on ne bosse pas pour survivre. Ce qui ne veut pas dire ne rien glander, on avait détaillé ce mythe dans l'épisode 44. Toujours dans Utopia, l'argent n'est pas un critère de décision pour les projets, c'est l'impact humain. Peu importe de bosser 6 mois de plus sur un projet si ça réduit l'impact humain. On pourrait aussi mettre en avant l'utilité sociale. Est-ce que le projet est utile, que ce soit à la société, l'environnement, quelques personnes ? Et la décision dans le roman, elle est prise en codécision par tout le monde, pas par une poignée d'élite. Sinon, peu importe qu'il soit rentable, si c'est pas utile, on fait pas. Si un autre projet est plus utile, mais plus coûteux, moins rentable, etc., peu importe, parce qu'on privilégie la valeur sociale. L'impact humain permet de mieux pondérer la responsabilité collective, mais aussi vis-à-vis du reste du vivant, des générations futures, etc., mieux que ne le fait l'argent. Et je finirai sur un dernier exemple pop culture sur l'argent, avec le jeu vidéo Medieval Dynasty, qui nous montre bien l'utilité de l'argent en dehors du capitalisme, donc la quête d'accumulation et de profit. Et l'exploitation. Dans le jeu vidéo, on a de l'argent, mais il sert pour les échanges entre les villages et les taxes. Au sein même du village, tout le monde met tout en commun dans une grande grange, et tout le monde se sert, y compris les mères, les enfants, les personnes sans affectation, etc. Au sein du village, l'argent est inutile. C'est chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens.
Pas de logique d'accumulation, donc d'enrichissement d'exploitation, mais ça implique une responsabilité collective, toujours pareil, de chacun selon ses moyens. On ne demande pas la même chose à un enfant de 3 ans et à un adulte de 40. Donc voilà pour ce plaidoyer en faveur de la responsabilité. Tant qu'à faire, je te propose de faire preuve de responsabilité radicale vis-à-vis de ton positionnement là-dessus, et bien sûr, je suis preneuse de remarques ou de sources complémentaires pour nourrir la réflexion. Je pense que c'est un ingrédient essentiel si on veut que les choses bougent, parce qu'on ne peut pas attendre que tout nous tombe tout cru, qu'il faut bien commencer quelque part, c'est un endroit comme un autre. Là, j'ai parlé de responsabilité surtout vis-à-vis de soi-même et de notre entourage. Mais il faut vraiment le voir comme une ébauche, une première graine. Et je pense aussi qu'il faudrait aller plus loin, cultiver aussi une responsabilité vis-à-vis des générations futures, de la Terre, des autres espèces du vivant. Mais déjà, si t'arrives pas à être responsable vis-à-vis de ta voisine, c'est très ambitieux. Si tu as eu un déclic mais que tu ne sais pas trop quoi faire là tout de suite, ça tombe bien, parce que dans le prochain épisode, qui va être un peu spécial, on va voir un exemple concret de comment tu pourrais prendre des responsabilités facilement autour de toi. Et en attendant, prenez soin de vous et des autres, et à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode Utopia de Camille Le Boulanger, Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, L'entraide, un facteur de l'évolution de Pierre Kropotkin, Au commencement était le sexe de Kelsida Jetta et Christopher Ryan, La classe dirigeante nous écrase par son pouvoir sur le travail, l'entretien de Bernard Friot avec Élucide, Bullshit Jobs de David Graeber et Dette, 5 millions d'histoires, encore de David Graeber. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!